Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette autre édition de Vox Books. Écrire, c'est sans doute se souvenir, refaire le chemin parcourir. C'est aussi ramasser le passé, le verser dans le tamis de soi et de l'heure. Le présent ouvrage se présente comme une lumière qui viendrait dissiper les agissements crasseux, parfois cruels. Deux axes majeurs articulent cette écriture. À la croisée du réel, une nostalgie du passé et une foi ardente au pouvoir magique du mot, à la vocation libératrice du poète, hanté par ce qu'en son temps Angèle Benvin appelait la naïveté révolutionnaire. À ces deux axes principaux, on pourrait ajouter une modalité verbale, pratique, qui sort la poésie de ses paradigmes essentiellement émotifs. Pour tout dire, Brumes étincelantes, que nous allons évoquer ce soir, est une initiation en 7 étapes résolues à tirer des ténèbres de vives lumières qui fassent briller sur le monde des visages vrais, purs et surtout couverts de beauté. Voici le portrait de notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Originaire de Bameka, dans les hauts plateaux de l'ouest Cameroun, Moïse Fincamp de Talla est titulaire d'une licence en lettres bilingues français et anglais. Enseignant de lettres depuis 6 ans, il a exercé dans une demi-dizaine d'établissements de la ville de Yaoundé. Il est promoteur et chef du département de langues et cultures du centre 1+ de Kondengui à Yaoundé, où il travaille en collaboration avec le CLA, le cercle littéraire et artistique Afo-Acom, pour promouvoir l'écriture en langue locale. Après être sacré lauréat du Grand Prix national de poésie Patrice Caillot en 2008, il est depuis 2010 le président fondateur de l'AGTEC, l'amicale des jeunes talents écrivains du Cameroun. En 2011, il est présentateur de la radio Tribune écrivain à Radio TBC à Yaoundé. Il compte à son actif 2 œuvres poétiques, Lettres à une génération sacrifiée, paru chez l'Harmattan en 2012, et Brumes étincelantes, paru dans la même maison en 2016, ainsi qu'un riche répertoire d'œuvres inédites dans les genres aussi variés que la poésie, le roman, le théâtre et les fables. Moïse Fincamp de Talla est l'invité de Vox Books. Moïse Fincamp de Talla, bonsoir et merci d'être venu sur le plateau de Vox Books. Bonsoir Steve Gabin et merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à ce programme. Alors on va revenir sur votre carrière d'écrivain et poète en particulier. Comment est-ce qu'elle débute? D'où vous part cette passion pour l'écriture et notamment pour les poèmes? Oh oui, je dirais que ma fibre littéraire se révèle depuis le secondaire, notamment depuis la classe de première. Je vais le dire vraiment à son honneur, hein, mon professeur de français de la classe de première, Diopé, Albert Bertrand, qui par sa manière particulière de décrypter les textes littéraires m'a amené à porter un intérêt particulier pour la littérature. Voilà comment je me jette dans l'écriture. Précisément, je me souviens qu'en classe de terminale, je commence à écrire mes premiers textes. Et plus tard, quand j'arrive à l'université, je m'amuse à les lire avec mes amis au quartier qui sont impressionnés, qui sont émus. Et voilà, cela va timidement me pousser à m'amener, à m'aventurer dans cette carrière-là. Et je dirais que le déclic majeur, fut en l'an 2008, lorsque je prends l'initiative de participer au Grand Prix national de poésie Patrice Caillot. Et à cette occasion, je commets un recueil de poèmes qui a défié 454 autres à ce prix littéraire. Alors je sors lauréat du Grand Prix national de poésie Patrice Caillot. Voilà comment mon aventure a commencé. Une aventure qui a commencé certainement avec, on va dire quoi, Lettres à une génération sacrifiée, on peut qualifier comme votre première parution en termes de poésie. Vous venez aujourd'hui avec Brumes étincelantes, qui est votre 2e publication. À quoi est-ce que renvoie cet ouvrage? Les Brumes étincelantes, déjà, ce titre relève de ce qu'on appelle en langue l'oxymore, qui consiste à allier 2 termes sémantiquement contradictoires. Vous voyez, les brumes
ça évoque l'idée de la lumière, des ténèbres, du brouillard. Voilà. Tandis que les étincelles parlent de la lumière. Alors, comment associer l'obscurité et la lumière, c'est vraiment, ça relève d'une certaine extravagance. Mais une extravagance, somme toute significative, parce que nous sommes en poésie. Et là, la particularité du langage poétique, c'est que c'est un langage qui sort de l'ordinaire. C'est un langage dont la particularité est quelquefois détonnée pour dire plus. Alors, je rappelais que Brumes étincelantes, c'est un recueil de poèmes et donc nous ne pourrons parcourir que quelques thèmes parce que le temps nous rattrapera certainement. D'abord, le premier thème, c'est l'appel et la vocation. Quand est-ce que vous avez reçu cet appel et à quelle vocation avez-vous été destiné? Comme je l'ai dit tantôt, cette vocation, elle s'est révélée progressivement. Par un intérêt, ensuite un certain amour pour la littérature et progressivement, cette vocation-là s'exprime lorsque je me mets effectivement à écrire et que mon écriture est appréciée. Et l'une des choses qui a fait que je me reconnais cette vocation, c'est que j'ai rarement soumis un tapuscrit. Je vais dire, je n'ai jamais soumis un tapuscrit à un éditeur qui n'ait pas retenu son attention. Alors je me suis dit, voilà, c'est un signe certain que j'ai en moi un appel à l'écriture. Et voilà, cette vocation est orientée dans le sens de l'humanisme, de la construction de l'humain, de la construction de l'humanité et de la société. Autant vous êtes poète engagé humaniste, autant, je relève dans votre ouvrage, vous évoquez plusieurs fois ces enfants abandonnés de la rue, à la naissance généralement. Je vais dire ça comme ça. Je prends le poème Moïse. Déjà, je rappelle que c'est votre prénom et donc ça doit être vous. Je ne suis qu'un enfant proscrit qu'on a trouvé jeté à l'âge, qu'on trouva jeté dès l'âge du berceau, abandonné à la furie des grandes eaux. Je n'eus pour défense que mes cris. Mais moi qu'un pharaonique décret ne voulut pas laisser vivre, je fus imposé à la destinée pour tracer la voie à suivre à une race privée de liberté que l'Égypte eut tant maltraitée. Un peu plus loin, à la page 45, j'ai retrouvé un autre passage qui revenait effectivement sur les enfants abandonnés. Ces gueux, ces rebuts, ces vendus au désespoir enveloppés de haillons blancs, pareils à des linceuls, après un calvaire diurne, s'alitent sur des trottoirs, sans témoin ni confident, si ce n'est Dieu seul. Demandez aux fosses et aux poubelles combien de nourrissons à la mamelle elles ont reçu des démentes sacrilèges qu'ils les leur jettent comme un sortilège. Du coup, ma première question, ma première préoccupation était celle de savoir, est-ce que l'auteur ne serait pas issu de ceux-là qui ont été abandonnés à la naissance? Moi, c'est une question personnelle. Je vous l'envoie directement. Non, je ne commettrai pas ce crime à l'égard de mes parents. Je veux dire, est-ce que vous avez été abandonné à la naissance aussi? Non, pas du tout. C'est pour ça que je dis que je ne devais pas commettre ce crime à l'égard de mes parents. Mes parents ne m'ont pas abandonné, que non, loin de là. Mais c'est une identification. Vous voyez, je m'associe à la condition de ces personnes-là qui ont été abandonnées dès la naissance. Et là-bas, Moïse, déjà, ce prénom que je porte, c'est un enfant, en fait, je vais dire le Moïse hébreu, c'est quelqu'un qui est typiquement l'exemple le modèle de cet enfant abandonné depuis la naissance. Vous connaissez un peu l'histoire de Moïse. Ouais. Alors du coup, la thématique des enfants abandonnés, c'est une thématique que j'aime particulièrement explorer dans mon écriture. Je vous propose, Moïse Fincap de Talla, de marquer une petite pause. On va revenir pour parler profondément de l'ouvrage tout à l'heure. Le temps pour nous de permettre à nos téléspectateurs de déguster ce reportage qui a été réalisé dans le cadre de notre clin d'œil de la semaine. Et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. L'amphithéâtre Emmanuel David de l'Université protestante d'Afrique centrale, campus de Yaoundé, a été ce jeudi l'hôte de la cérémonie de dédicace publique de l'ouvrage du révérend docteur Dieudonné Massigam intitulé « La rencontre de l'Évangile avec la culture des peuples de l'Est Cameroun de 1916 à 1961 »,
Perspective d'une historiographie de chrétienté africaine. Il est question de transmettre cet évangile qui est le Christ au peuple africain dans le langage que l'Africain comprend le mieux, dans la forme ecclésiologique que l'Africain comprend le mieux, dans les prières que l'Africain peut maîtriser le mieux, les éléments positifs qui peuvent permettre à l'ecclésiologie et à la doctrine théologique de pouvoir se développer dans un langage qui est propre aux Africains. L'auteur, dans sa double posture d'historien et d'historien de l'Église, s'emploie à faire connaître la culture des peuples de la région de l'Est Cameroun d'une part et à faire apprécier leur adhésion à l'évangile de Christ d'autre part. Malheureusement, l'histoire de ce Cameroun, de cette région de l'Est, semble ne pas être connue et peut-être même par certains fils de l'Est. Donc il y a lieu aujourd'hui que les fils de l'Est, aujourd'hui, les filles de l'Est aussi, comprennent qu'elles ont contribué à l'écriture de l'histoire de notre pays et ont contribué à sauvegarder la nationalité camerounaise. À l'heure de la mondialisation et dans un contexte du rendez-vous, du donner et du recevoir, la question se pose de savoir si l'Afrique a quelque chose à offrir à l'humanité, si cette Afrique reste encore le berceau de l'humanité. Une question qui trouve des réponses concrètes dans le présent ouvrage, La rencontre de l'Évangile avec la culture des peuples de l'Est Cameroun de 1916 à 1961, perspective d'une historiographie de chrétienté africaine de Dieudonné Massigams, nouvellement paru aux éditions Clés. Merci une fois de plus d'être avec nous sur le plateau de Voxbook. Je rappelle que nous recevons Moïse Fincam de Tala. Il est enseignant des lettres et président fondateur de l'Amicale des jeunes talents écrivains du Cameroun, la GTEC. Il est aussi l'auteur de Brumes étincelantes, un recueil de poèmes paru en 2016 chez l'Harmattan. Alors, Moïse, à la page 51, on a le poème Regard social à la page 51. Vous dites « Mon long regard giratoire balaie les sphères sociales et sillonne les recoins noirs de résidences familiales. » Des résidences familiales. Suspendu et condamné comme une froide œillade, il observe des myriades à longueur de journée. Il émet sur une superficie immense des rayons infrarouges et épie de tout ce qui bouge, telle une caméra. Tout ce qui bouge. Et épie tout ce qui bouge, telle une caméra de vidéosurveillance, semblable au rouleau d'un disque dur. Il enregistre les défauts. Il est un appareil photo que je balade dans les quatre murs. Je l'immobilise sur les passants qui circulent ça et là et j'inspecte pas à pas leurs vils agissements incessants. Je vais m'arrêter là parce que le poème est un tout petit peu long. Moi, je vais vous demander quelle lecture faites-vous de la société africaine aujourd'hui, parce que c'est d'elle que vous parlez. Vous vous baladez dans la rue avec votre appareil photo, votre caméra, telle une vidéosurveillance. Ça veut dire que vous êtes, comment je veux dire ça, celui-là qui capte tout, ou alors qui filme tous les mouvements des hommes. Ah oui. Du coup, je vous pose la question de savoir quelle lecture faites-vous de la société africaine de nos jours? La lecture que je fais de la société africaine, c'est que la société africaine, c'est une société dans un urgent besoin de reconstruction. C'est une société en ruine. C'est une société qu'il faut rebâtir. Voyez-vous, à tous les niveaux, vraiment, il y a beaucoup à faire. Il y a un chemin qu'il faut parcourir. Alors, ce poème, Regard social, c'est un poème qui, n'est-ce pas, pose un regard panoramique sur la société africaine, avec ses multiples plaies, avec ses multiples, n'est-ce pas, faiblesses et tout. Et du coup, ça inspire à une urgente reconstruction. Je veux dire, ça interpelle les uns et les autres à une prise de conscience en vue d'une reconstruction positive. Quels sont les mots, on va dire ça comme ça, pour être plus précis, que vous avez, que vous avez côtoyé au moment où vous étiez en train de faire votre balade dans les rues? C'est-à-dire les tares qu'on peut relever aujourd'hui dans la société africaine, s'il faut revenir là-dessus.
Oh, si je prends l'exemple de ce poème, j'évoque l'idée déjà, j'évoque l'idée des enfants de la rue, j'évoque l'idée de la traite négrière, de l'immigration clandestine, j'évoque l'idée du chômage, j'évoque la réalité de la sous-scolarisation dans certaines zones, vous voyez. Alors la thématique, elle est dense, elle est vraiment pluridimensionnelle. Alors, on va aller un peu plus loin à la page 65. Moi, c'est le poème qui m'a le plus marqué, enfin, du moins sur le plan de la forme. Patati patata, ça, déjà le titre c'est Patati patata. Patati patata, ça raconte que nous n'avons pas d'histoire. Patati patata, ça raconte que la culture n'est pas noire. Patati patata, ça raconte que le bon sens et la raison sont hellènes. Patati patata, ça raconte que la science et la civilisation sont siennes. Patati patata, ils ont dicté. Et les faux scribes ont écrit sur des parchemins qui crient que nous n'avons pas de passé. Et j'ai passé une grosse éponge sur leurs textes tronqués, décousus et délabrés. Crayon rouge en main, 1000 traits j'ai biffé. De 1000 traits. De 1000 traits j'ai biffé, voilà, leur discours gonflé, truffé de mensonges. Et j'ai écrit un autre texte pour lever cet imbroglio. Et j'ai dit à mes alter ego que le texte est un prétexte. Non, le génie n'est pas blanc, négrité n'est pas synonyme d'idiotie. Oui, mon Afrique, qu'ils ont terni, est l'ancêtre de l'Occident. Que doit-on retenir de ce poème? Oh, ce qu'on doit retenir de ce texte, c'est qu'il y a cette aberration historique qui a consisté à dépouiller l'Africain de sa valeur intrinsèque. Je dirais de ce complexe qui a été inculqué chez les Africains, qui du coup ont délaissé, tout ce qui faisait leur fierté identitaire. Ils se sont dit, on leur a fait comprendre qu'ils n'avaient pas d'histoire, ils n'avaient pas de culture, ils n'avaient pas de civilisation, la raison et le bon sens sont hellènes, et n'est-ce pas, des aberrations de ce genre. Alors du coup, beaucoup ont avalé ça, même ces personnes d'une intelligence qu'on croirait au-dessus de la moyenne ont intégré ça aujourd'hui. Leur manière de se comporter et même la manière avec laquelle même nos dirigeants dirigent nos pays montre que quelque part ils ont vendu leur dignité pour un plat de lentilles. Et là, c'était l'occasion pour moi ici de corriger cette erreur historique, n'est-ce pas, et de pouvoir ramener les Africains à des mentalités plus nobles. C'est pour cela que je dis, c'est un texte qui a été écrit faussement, qui est tronqué, qui est truffé, qui est gonflé de mensonges. Alors du coup, à côté de celui-là, j'écris un autre texte pour interpeller les Africains et leur dire non, ce n'est pas vrai. L'Africain est plus que ce qu'on a voulu montrer de lui. L'Africain est plus que cette personne, n'est-ce pas, qu'on dessine avec des mouches dans les narines, n'est-ce pas? C'est cette comédie, cette caricature qu'on fait de lui. C'est quelque chose d'absolument faux et d'archi-faux. Et donc, ce texte produit par l'occidental n'est qu'un prétexte, comme vous avez dit effectivement dans votre poème. Oui. Dans une autre partie que vous avez intitulée « Incitation au génie et à la créativité ». Et dans cette partie, vous recommandez à tout individu d'être maître de soi. Moi, à chaque fois que cette question un peu qui, je vais appeler ça quoi, qui dérive un peu de la psychologie revient, moi je me pose toujours la question de savoir comment devenir maître de soi. Devenir maître de soi, d'abord c'est se connaître. Parce que devenir maître de soi, ça veut dire pouvoir avoir le contrôle de sa personne. Le contrôle, la gestion. Dans les écoles de gestion, on apprend à gérer toute autre chose, mais je crois que le premier patrimoine qu'un être humain devrait pouvoir gérer, c'est lui-même, c'est sa personne, c'est sa pensée, c'est sa mentalité. Alors du coup, être maître de soi, d'abord, c'est découvrir ses valeurs les plus profondes. Qu'est-ce que j'ai en tant que valeur? Qu'est-ce que j'ai en tant que faiblesse? Alors ça peut nous permettre de pouvoir
nous gérer. Voyez-vous? Parce que si nous ne nous gérons pas sur un plan individuel, aujourd'hui, on a beau jeter le dévolu, jeter la responsabilité sur les autres, mais je crois que sur un plan purement individuel, nous devons apprendre à nous gérer, à être maîtres de nous-mêmes. Dans la partie apologie et éloge, vous faites notamment l'apologie des lettres. Et c'est un pan qui vous sied le plus. Quelle lecture est-ce que vous faites de la sphère littéraire africaine aujourd'hui? Tous les acteurs de la littérature africaine. La lecture... Le lecteur, le critique littéraire, l'écrivain, l'éditeur. Comment est-ce que vous voyez cela? La lecture que je fais, c'est que je ne suis loin d'être pessimiste. Je vais quand même dire qu'à l'image de toutes les autres sphères de la société, la sphère littéraire souffre de plusieurs maux. Déjà au niveau des auteurs eux-mêmes, ensuite au niveau des éditeurs, au niveau des lecteurs, au niveau même de ceux qui gèrent la chose littéraire dans notre pays. Le monde littéraire souffre d'une véritable crise. Et cette crise, c'est l'auteur, en fin de compte, qui en est la victime. Parce qu'il est là au milieu, on trouve l'auteur au milieu de ce dilemme, il est face à ce tribunal où il est jugé par tout le monde. Voilà, sur son style d'écriture, il est parfois incompris, il est parfois mal perçu. Et chez les éditeurs, n'est-ce pas, ne se lassent point de leur donner du fil à retordre. Aujourd'hui, éditer un livre, je ne veux pas dévoiler certains de nos secrets ici sur ce plateau, mais je vais quand même dire que les éditeurs, n'est-ce pas, enfoncent les écrivains dans un certain bourbier. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris la responsabilité dans ce poème de pouvoir défendre la carrière de l'écrivain, de pouvoir défendre sa liberté, de pouvoir dire qu'il faudrait que tous les acteurs qui sont des maillons de la chaîne littéraire puissent redonner à l'écrivain sa valeur d'être. On va sortir par là, amour et romance. Moi, je ne pouvais pas passer sans évoquer cet aspect. À qui est-ce que sont destinés vos poèmes d'amour? Autrement dit, est-ce que vous avez une bien-aimée à qui vous pensez très souvent quand vous écrivez? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais je vais quand même dire que souvent, l'auteur entre dans un monde. La poésie, c'est un genre imaginaire. Ouais. Vous voyez, il ne suffit pas forcément même d'avoir quelqu'un comme ça. Je ne veux pas entrer dans ce côté de ma vie que je considère indiscret, mais c'est à celui qui le lit de pouvoir déterminer si véritablement j'ai... Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que j'aime l'amour, je célèbre les sentiments, que je sois, n'est-ce pas, qu'il puisse avoir cette bien-aimée ou qu'elle ne soit pas. L'essentiel, c'est que je suis quelqu'un qui aime l'amour et qui aime le monde sentimental. Il y a d'autres thèmes et plein d'autres poèmes que nous ne pouvons pas aborder parce que le réalisateur nous fait déjà des signes, donc le temps est fini. Notamment unité et patriotisme, évasion et mélancolie. Au total, un peu plus de 20 thèmes, tout aussi intéressants les uns que les autres. Merci en tout cas, Moïse Fincam de Tala, d'être passé sur le plateau de VoxBooks. Je vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes enseignant de lettres et président fondateur de l'Amicale des jeunes talents écrivains du Cameroun, la GTEC. Vous êtes aussi l'auteur de Brumes étincelantes, un recueil de poèmes paru en 2016 chez l'Harmattan. Merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Je rappelle que nos adresses web restent disponibles. Vous pouvez nous joindre comme vous avez d'ailleurs l'habitude de le faire. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Espérant vous retrouver la semaine prochaine encore plus nombreux. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. La pratique de l'action en justice selon le Code de procédure civile des pays de tradition civiliste est le premier volume de la série Agir en justice suivant le droit romano-germanique.
Ouvrage très croustillant dont le but est de faire à ce que le rapprochement entre la justice et les justiciables ne soit plus un vain mot, mais devienne une réalité. De permettre que le citoyen africain, qui a une réputation de chicaneur, et toute la famille de tradition juridique romano-germanique, tous les pays ayant le droit civil dans leur système juridique, puissent ester en justice avec un esprit plus avisé. Agir en justice suivant le droit romano-germanique, la pratique de l'action en justice selon le code de procédure civile des pays de tradition civiliste de Sylvestre de Brazza Sohenheim, nouvellement paru aux éditions Veritas. À travers une démarche originale, l'auteur démontre dans cet ouvrage comment bâtir une administration performante dans la tourmente de la gouvernance. Une administration où l'homme, facteur de progrès ou de déviance, se trouve désormais encadré par les meilleurs outils qu'offre l'intelligence artificielle. Gouvernance et intelligence artificielle. Bâtir une administration performante du Dr Jean-Yves Ndiamène, disponible chez Aphrodite, Africain d'édition. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.